Bonjour à tous. Prévention, dépenser aujourd'hui pour économiser demain, un vaste sujet qui pourrait occuper une journée entière. Finalement, on pourrait reprendre tous les sujets de la journée, tous les sujets de Cham en les mettant au regard de sujets de la prévention. Mais on va quand même aller à l'essentiel sur quelques éléments en reprenant vos expériences, vos propositions avec vos visions complémentaires. Et on va attaquer dans le lourd directement, vu le temps imparti. Avec vous, Magali, sur les modèles en silo. On a évoqué ce matin un peu tous les modèles en silo et la façon de travailler. Et si on l'applique au sujet de la prévention, comment on peut mieux articuler la place des organismes payeurs, obligatoires ou complémentaires dans les démarches de prévention pour plus d'efficience économique, c'est le sujet. Alors déjà, en effet, on peut se féliciter du fait que la prévention, j'ai recensé, il n'y a pas une table ronde depuis ce matin qui n'a pas évoqué la prévention. Tout à fait. Donc ça veut bien dire que c'est un sujet qui nous traverse tous, et pour autant, si on avait trouvé la bonne formule, on le saurait. Donc je ne prétends pas ici donner la bonne formule. En revanche, il y a un certain nombre en effet de convictions pour travailler ce sujet de la prévention et justement le travailler de façon beaucoup plus efficace et moins en silo, comme vous le dites. Déjà le sujet du ciblage, parce que c'est vrai que nos actions de prévention, quels que soient les acteurs, elles nécessitent d'être davantage ciblées vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et ça dépend aussi de quelle prévention on parle, entre la primaire, secondaire, tertiaire, bien sûr. Le sujet aussi, qui pour moi n'est pas antinomique, de l'industrialisation de la prévention santé avec la personnalisation de la prévention santé. C'est-à-dire qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. Industrialiser, ça veut dire s'appuyer notamment sur les nouvelles technologies. Ça a été évoqué et encore à l'instant, mais on sait que sur ces sujets-là, on peut travailler davantage des modèles au niveau des data, de l'IA, permettant d'améliorer le ciblage et finalement une forme de prédictibilité aussi. Et puis la personnalisation, parce qu'on peut mettre en place toutes les actions de prévention qu'on veut, si on ne s'adapte pas aux personnes et à leurs besoins, on ne va pas y arriver. Nous, on l'a constaté sur des populations agricoles et rurales qui peuvent être assez éloignées des sujets de prévention santé pour des raisons sociologiques et autres. C'est grâce à des entretiens motivationnels qu'on arrive quasiment à plus 30%, par exemple, de participation au dépistage organisé des cancers ou à la vaccination contre la grippe. Parce qu'on va agir sur les bons leviers qui vont permettre à la personne de vraiment reprendre en main sa santé et de pouvoir aller vers ces actes de prévention. Mais c'est de longue haleine. De longue haleine. Industrialisation, vous vouliez réagir, Cyril, j'ai l'impression? Oui, alors, je suis très content dans le sens où c'est un terme que j'avais lancé effectivement il y a 1 ou 2 ans. Moi, effectivement, comme on a su bâtir un système de santé depuis 1945, maintenant, effectivement, il faut vraiment qu'on construise et qu'on industrialise la prévention. Moi, j'avais fait un rapport sur la prévention par rapport aux jeunes. Alors, j'avais dénommé 36 000 actions qui avaient été faites, toujours sympathiques, mais jamais évaluées. Jamais évaluées. On va y revenir en effet sur l'évaluation dans une deuxième partie de notre échange pour creuser ce sujet-là. Et dans vos préconisations, justement, quand on parle d'industrialisation, on parle aussi de personnalisation. La personnalisation, plus on est personnel, plus on investit sur un cas, plus ça coûte cher. Si on regarde le coût aussi purement économique, avec cette question Alors, bien évidemment, la prévention personnalisée est importante, mais c'est pas que ça. Ouais. Moi, je pense effectivement il y a plusieurs types de prévention. Alors, certains disent de type 1, de type 3. Moi, je pense effectivement il y a une prévention proactive, pour éviter d'entrer dans la maladie, après tout ce qui est prévention réactive, une fois qu'on est malade. Pour la proactive, pour éviter de malade, ce qu'il faut maintenant, c'est absolument jouer sur les déterminants de santé. En 1945, on a dit aux Français, on a fait une promesse, lorsque vous êtes malade, le jour où vous serez malade, on prendra en charge vos soins. Maintenant, il faut effectivement absolument s'intéresser effectivement au comportement de nos concitoyens. Il y a des déterminants. Alors, le premier déterminant, pour moi, c'est éducatif, et ça dès le plus jeune âge. Après, effectivement, il y a d'autres déterminants qui sont effectivement l'alimentation, l'activité physique, qui sont aussi tout ce qui est commerciaux. Donc ça c'est tout ce qui est effectivement proactif, prévention proactive, qui est populationnelle. Et à côté de ça, après, effectivement, il y a une prévention plus personnalisée. Ça, on fait depuis longtemps. Qui peut être effectivement au niveau qui est plus médicalisé. Comment on fait pour arriver à un système de prévention qui soit efficace et efficient? Parce que ces données-là, finalement, on en a conscience, mais comment on arrive à arriver à cette industrialisation efficace et économiquement viable aussi? Alors, pour moi, quelque part, d'abord, il faut fixer un cadre. Moi, en tant que parlementaire, avec mes collègues, toute l'année, on vote un PLFSS
qui sont des mesures budgétaires sans avoir jamais déterminé quelle doit être la politique de santé de la nation. Alors il y a un truc qui s'appelle la SNS, la Stratégie nationale de santé, vous connaissez tous, elle n'est jamais examinée. On ne sait pas où est-ce qu'elle en est, elle n'est jamais examinée devant le Parlement. Et moi, je souhaite, et je l'ai proposé à plusieurs ministres qui sont ici présents, que la stratégie nationale de santé soit examinée tous les ans au Parlement. Donc il faut qu'il y ait un portage politique. Ça, c'est la première chose. Et grâce à ce portage politique, après, on peut définir des priorités. Et dans la SNS, effectivement, il y a plus de 100 priorités. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et donc, pour moi, il faut se fixer quelques priorités. Moi, je vois effectivement tout ce qui est surcharge pondérale, on a parlé, qui entraîne tout ce qui est maladies métaboliques, tout ce qui est santé mentale. Donc, il faut donner quelques priorités. Il faut effectivement fixer des indicateurs. Et les indicateurs, au niveau des données de santé, on a des tas d'indicateurs. Donc, un portage politique, des priorités, des objectifs, avec des indicateurs. Et après, évaluer. Alors, au niveau national et au niveau territorial, dans le sens effectivement, toutes les populations ne sont pas touchées de la même manière, mais c'est ça qu'il faut bâtir. Alors, on a une chance, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui existe. Contrairement aux soins, où c'est difficile de réformer le soin, là, au niveau prévention, il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y a quand même pas mal d'argent, on pourra revenir là-dessus. Mais je dis, organisé, il y a beaucoup de choses, mais désorganisées, éparpillées. Il n'y a pas de choses qui sont organisées, il faut donner cette organisation. Mais justement, comment on passe de ces expérimentations, de ces initiatives individuelles, vous en faites vous aussi, vous en accompagnez au sein de la MSA, comment on passe de ça à un système plus organisé et efficace, encore une fois, que cette vision économique qui est le sujet de Cham cette année? Mais je pense qu'aussi, la difficulté, c'est que la prévention santé, quelqu'un que je connais bien dirait, c'est pas une affaire de docteur. En fait, la prévention santé, alors peut-être c'est un peu une provocation de dire ça ici. Je demanderai au docteur qui est sur la table. C'est une affaire en effet d'éducation, d'alimentation, en fait d'accompagnement social. Et on voit dans les actions que l'on peut mener à notre échelle, notamment pour les personnes qui peuvent être en situation de précarité, vous ne pouvez pas parler de prévention santé si vous ne parlez pas d'accompagnement social. Ce n'est pas possible, ce n'est pas audible. Et donc, on est forcément sur une approche globale en fait, de la santé, au sens One Health. On est vraiment sur cette approche globale de la santé. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai au niveau politique, hein, je parle sous le contrôle de monsieur le député, mais c'est vrai aussi au niveau de nos institutions, on n'est pas équipé, en fait, pour avoir des politiques aussi transversales sur cette notion de prévention santé. Donc oui, il y a une multiplication des actions sur la prévention santé, qui produisent quand même des résultats, puisqu'on a quand même un certain nombre d'évaluations, sûrement de façon totalement insuffisante. Mais on sait que la prévention santé, elle produit des résultats. Et à chaque fois, je m'appuie sur cette donnée de l'OCDE, mais qui dit qu'un euro investi dans la prévention santé, c'est 5 à 6 fois plus de gains pour la société. Donc on peut peut-être aussi imaginer que si on arrive à avoir une politique de prévention santé vraiment qui transcende justement les silos, les compétences, etc., on arrivera pleinement à donner la pleine mesure de ces actions. Et si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos recommandations pour y arriver, justement? Si vous étiez en responsabilité? On va dire que il faudrait que ça dépasse en fait, le champ de la santé. En fait, c'est assez enfermant et j'en parlais avec Agnès Buzyn hier soir. Un comité interministériel. Je ne sais pas la forme, mais toujours est-il qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus transversal. On l'a vu aussi sur un certain nombre de sujets, et ce sera le sujet de la table ronde suivante, sur la prévention de la perte d'autonomie. On voit bien que, sans déflorer le sujet, on est aussi sur des sujets de logement, etc. Donc, vraiment, il faut réussir, et je n'ai pas d'injonction à donner, je n'ai pas, encore une fois, de baguette magique, de la bonne volonté et des convictions sur le fait qu'en effet, on doit avoir une prévention santé pluridisciplinaire, ciblée vers les personnes qui en ont besoin, industrialisé pour s'appuyer en effet sur les outils aujourd'hui, et puis personnalisé pour ceux qui en ont besoin. Ce ne sera pas forcément plus cher et ça produira des résultats. On en a déjà des expérimentations qui permettent de le dire. Vous avez été dans les faits ce matin, d'ailleurs dès la première session avec François Ecal, de la difficulté d'évaluer les politiques de santé, et donc d'évaluer un système de prévention tel que vous le décrivez, One Health, qui prend en compte l'éducation à la santé, ça l'est encore plus. Et si déjà, si on se raccroche au programme en cours qui existe, le docteur de la salle, comment l'évaluation est prise en compte dans les démarches de prévention secondaire que vous mettez en place, Suzette? En fait, il y a beaucoup de travail d'évaluation, mais très focalisé. Et donc moi, ce que je connais vraiment bien, c'est le domaine cancer, où on a développé un certain nombre de choses qui sont en particulier
les dépistages organisés qui sont bien évalués, dont on connaît l'impact, etc. Mais voilà, la prévention des cancers, ça ne peut pas être que les dépistages organisés auxquels les gens ne participent pas vraiment en plus. Il faut aller très très au-delà. Et pour moi, les enjeux sont extrêmement larges. Et je rejoins beaucoup mes collègues, je ne mets pas les mêmes mots sur les mêmes choses. D'abord, notre médecine, de façon globale, est très très thérapeutique. Et il faut qu'on sorte de la médecine thérapeutique, mais c'est vraiment ancré dans les cerveaux de tout le monde, des personnes, des médecins, des soignants, etc. Ensuite, voilà, le constat, c'est notre espérance de vie sans maladie chronique, malgré l'investissement en santé, il est moins bon que dans beaucoup de pays européens, on va dire. Et pour prendre l'exemple du cancer, en fait, si on regarde des chiffres, le cancer aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie comme maladie chronique. Et moi, je suis une cancérologue du cancer du sein. C'est 4,6 milliards d'euros chaque année pour le cancer du sein, pour 61 000 femmes chaque année. C'est incroyable, quoi. Et donc, en fait, et là-dessus, c'est que l'assurance maladie, parce que les pertes sociales, elles sont bien au-delà de ça. Et donc, en fait, avec de la prévention, déjà diminuer le potentiel 30% de cancer évitable, avec plus de prévention, mieux ciblée, etc., on a une capacité énorme d'amélioration. Et aussi, aujourd'hui, les coûts en cancer sont vraiment très, très dépendants du stade au diagnostic. Si on diminue les stades au diagnostic de 25%, on va faire des économies énormes. Donc pour moi, il y a un modèle financier qui n'est pas du tout exploité, qu'on peut travailler. Comment on peut faire ça ? Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins dans pas mal de spécialités. On a de l'investissement technologique de l'IA, des biomarqueurs, la capacité d'identifier les situations à risque pour faire du plus personnalisé, pour cibler, etc. On a potentiellement de l'investissement pharma. On voit les GLP-1 qui sont en train d'arriver, qui diminuent les risques de beaucoup de maladies. C'est intéressant quand même comme modèle. Ça reste thérapeutique, mais ça peut être de la prévention aussi. Voilà. Et donc pour moi, il y a un investissement à faire dans des médicaments. Il faut parce qu'en fait, malheureusement, les Français ont du mal à changer leur mode de vie, ont beaucoup plus de facilité, comme beaucoup de gens, à adhérer à un modèle thérapeutique. Donc des médicaments donnés de façon courte pourrait réverser certaines situations. En cancérologie, c'est très, très valide. Et aussi, pour moi, il y a un gros problème, c'est les professionnels. Qui est-ce qui fait vraiment la prévention en France ? Donc, il y a des théoriciens. Est-ce que c'est des docteurs ou pas, finalement ? Il y a de la santé publique, mais en fait, en pratique, il n'y a pas vraiment des professionnels de santé pour faire la prévention. Normalement, c'est les médecins généralistes, mais les médecins généralistes ne sont pas un très bon niveau de connaissance globale, certains aussi, mais pas tout le monde. Et donc pour moi, on n'a pas de défecteur. Donc une mesure majeure, ça serait d'avoir des professionnels de la prévention, pas forcément des médecins, ça peut être des soignants, des infirmières, etc. Donc pour moi, c'est un truc vraiment essentiel, des gens très bien formés. Et pas Amazon. Et puis, voilà. Et l'autre aspect, c'est ce que vous avez dit, il y a la partie primordiale, et on va revenir vraiment sur ce que l'État doit faire, et il y a la partie personnalisée qu'il faut absolument faire grandir aujourd'hui. Non, effectivement, comme vous le disiez, effectivement, la prévention, c'est l'affaire de tous, et il faut jouer effectivement collectif. Que ça soit au niveau ministériel, interministériel, que ça soit au niveau des acteurs. Moi, j'ai pris l'initiative, effectivement, lors des journées parlementaires, de créer une coalition des acteurs de la prévention qui réunit plusieurs centaines de personnes et qui sont aussi bien des institutions nationales ou locales, qui sont aussi bien, effectivement, des financeurs, que ce soit, effectivement, les complémentaires, l'assurance maladie obligatoire, la MSA, et que ça soit, effectivement, le corps médical, et puis bien au-delà, dans le sens, effectivement, comme vous dites, la prévention. Moi, je dis, la prévention, ce qu'il faut, c'est avoir... chacun un rôle, c'est collectif, chacun un rôle. Par contre, ce qu'il faut, c'est coordonner l'ensemble c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, sur des priorités et sur des actions qui sont probantes. Et comment on y arrive à cette coordination ? Parce que finalement, là, on revient sur enfin, pas le constat, mais en tout cas l'intérêt. Concrètement, comment on y arrive ? Comment on dépasse le blocage de certains ou le besoin d'arriver à quelque chose d'efficient économiquement ? Concrètement, je pense qu'effectivement, c'est l'État qui doit faire le cadrage. D'accord ? Les priorités, le cadrage et les actions à faire. Et puis après, tout ça doit être décliné au niveau des territoires. Alors, quel est le territoire ? Effectivement, est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est l'interco ? Avec tout le rôle, effectivement, des collectivités locales. Je pense que les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer dans tout ce qui est plan santé. Il y a un rôle. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Et puis même, c'est dans des politiques locales. Une des mesures qui a le mieux marché au niveau prévention, c'est le plan vélo, par exemple. Pourquoi ? Parce que le plan vélo, effectivement...
tous les ans, le 1er janvier, on se donne tous des bonnes intentions. Est-ce qu'on les suit? Non. Quelque part, ce qu'il faut, c'est modifier l'environnement de nos concitoyens pour quelque part, ils adoptent les bons gestes. Donc, effectivement, ça peut être le plan vélo, effectivement, qui a obligé les gens à faire l'activité physique. Ça peut être effectivement, moi je crois beaucoup en l'éducation dès le plus jeune âge. Et je crois beaucoup effectivement aussi à l'information. Il y a des choses qui marchent, comme le Nutri-Score. Et puis après, il y a effectivement il y a tout ce qui est. Moi, je ne travaille pas sur tous les taxes comportementales pour lutter contre les sucres. Donc, on a beaucoup de leviers. Le cadrage doit être national, décliné au niveau des territoires, réunissant l'ensemble des acteurs. Suzette. Non, je voulais juste réagir parce qu'en fait, ça, c'est vraiment de la prévention primordiale. C'est comment on essaie de la faire depuis longtemps. Effectivement, ça peut probablement, à l'échelle locale, c'est plus pertinent. Il y a des mairies qui décident d'interdire les publicités sur l'alimentation ultra transformée, etc. Il y a des actions locales qui peuvent être géniales, le vélo, etc. Mais pour moi, avec ça, pour l'instant, on est en panne. C'est-à-dire qu'en gros, nos modes de vie nos expositions font que, malheureusement, l'incidence d'énormément de maladies augmente, l'obésité, le diabète, l'hypertension et les cancers, et qu'en fait, ça ne suffit pas. Pour moi, il faut vraiment construire réellement en France, à l'échelle de la santé publique, une vraie prévention personnalisée qui vient complémenter la primordiale. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient gérer à 40 ans ou à 50 ans le fait que on a raté le primordial avant, on a été exposé à un certain nombre de choses qui font qu'on a une maladie qui pourrait survenir. Et ça s'organise. C'est-à-dire, il faut des professionnels, une structure, la capacité d'identifier les gens à risque. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est très faisable. Et là, on a une économie d'échelle importante sur beaucoup de maladies. Et là, il y a plein d'IA qui arrivent, qui est capable d'identifier 10 ans avant les gens qui sont très à risque de telle et telle maladie. Et pour moi, là, on a un truc génial à faire maintenant. On a pas mal d'entreprises qui sont capables d'y aller. Derrière, on a du médicament qui va y aller, etc. Et donc, en aucun cas, je veux renoncer au primordial. Je pense que à long terme, c'est absolument indispensable. Mais une des clés majeures, c'est la personnalisation en plus, mais déployée à l'échelle de la santé publique, pas pour juste les riches très éduqués qui vont dans un centre de prévention. Et la territorialisation, oui. Parce que... Alors bien sûr, il faut des priorités nationales, politiques, qui soient ensuite déclinées, mais ça a été très bien évoqué aussi ce matin. Quand ce sont les acteurs aussi d'un territoire, bien sûr, avec un cadre donné pour ne pas faire n'importe quoi, ou que ça reste dans les priorités, qui s'emparent d'un sujet et qui mettent en place des actions de prévention santé, ça produit des résultats incroyables. On a testé ça, nous, avec un appel à projet qui s'appelle Coup de pouce prévention. Et au début, c'est un peu désarçonné. On en est à 300 projets, certains porteurs de projets qui s'attendaient à avoir des financements. On leur dit non, mais en fait, on va vous faire un accompagnement méthodologique. C'est-à-dire, on va vous accompagner déjà pour être sûr que votre projet, il est pertinent, il va produire des effets, etc. C'est pas forcément financier en réalité. Et ça produit des résultats et des choses très concrètes parce que on évoquait l'alimentation, l'éducation. L'information. On est submergé d'informations sur l'alimentation. On est submergé. Et en fait, nous, on s'est rendu compte tout simplement que les jeunes mamans, pour l'alimentation de leurs enfants, elles ont tellement d'injonctions contradictoires qu'elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Et qu'en fait, avec de la pérédance, avec, bien sûr, avec des professionnels, on arrive en fait à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et de faire évoluer des pratiques. Et ça, c'est vrai que c'est du temps un peu plus long, on va dire. Ça ne produit pas des effets forcément immédiats. Quand on n'est pas dépensé aujourd'hui, c'est vraiment investir sur le après-demain. Du coup, comment concilier finalement aussi ces différentes strates de vision économique avec le temps politique, avec le temps du PLFSF annuel et la vision un peu cadrée? Comment on combine ce mantra de dépenser aujourd'hui pour économiser demain, alors qu'on doit chercher des économies aujourd'hui un peu globalement? J'en adresse à vous, le politique de la table. Alors d'abord, ce qu'il faut, c'est être de coup à quelque chose qui est faux. C'est chaque fois qu'on parle de prévention, beaucoup de gens croient qu'effectivement que l'investissement est à long terme. C'est pas vrai. Il y a des mesures qui ont des effets sur 2-3 ans. C'est pas assez. Souvent on dit la prévention, mais on verra ça dans 30 ans. C'est pas vrai. Moi, je le vois effectivement de manière assez. Nous, on a copié justement avec Jérôme Gage, on a fait une taxe sur le sucre. On s'est inspiré effectivement de ce qui se passait en Angleterre. La taxe sur le sucre, effectivement, des sucres surajoutés, et notamment dans les boissons, et on va continuer dans les aliments. Ça a des effets à 2-3 ans.
gens. Donc il faut pas croire que bon, ça a très long terme. Donc c'est pour ça que je crois, pour répondre à la question de la personnalisée, c'est vrai que tout le monde ne mange pas 5 fruits et légumes par jour, et donc quelque part il faut aller chercher effectivement les gens qui sont loin de leur santé. Ça c'est la première chose, et pour ça on a un trésor qui sont les données de santé, et qui pour moi ne sont pas suffisamment exploitées, comme vous le disiez. Aller chercher des gens effectivement on voit qui ne vont pas chez le médecin, qui ne vont pas chez le dentiste, et ça effectivement ces données on les a on les a. Donc ce qu'il faut c'est se servir de ces données pour aller chercher les gens, et après effectivement pour évaluer cette politique, dans le sens où moi je le vois en tant que législateur, chaque fois on met une couche, les politiques qu'on mène ne sont jamais évaluées, et c'est pour ça que dès le départ, il faut avoir des indicateurs et les contrôler par les données. Avec ces indicateurs, avec plusieurs temporalités, vu toutes les nuances. Quand on a parlé tout à l'heure du travail en silo des différents organismes et des différents collaborateurs, il y en a un qu'il faut rajouter, il est marqué sur mon badge que je ne porte pas là, mais patients. Je représente aussi un peu les patients dans les actions que je mène. Comment inclure plus les patients, les usagers dans l'organisation de cette prévention et dans l'organisation de la prévention de demain pour prévenir. Comment déjà vous le faites, vous Magali par exemple à la MSA? Nous on va être sur notamment du coaching, ce que j'ai évoqué sous forme notamment d'entretien motivationnel, de façon à ce que les personnes puissent reprendre le cours aussi de leur santé, lever aussi un certain nombre de difficultés. Je pense notamment à ce qui va concerner la prévention de la santé mentale. Vous savez que c'est un sujet, bien sûr, grande cause cette année, mais un sujet travaillé de longue date pour les populations agricoles notamment. Après, la difficulté vers laquelle on peut aussi se confronter, c'est la continuité des soins. Je voulais aussi l'évoquer parce que finalement, on fait de la détection, on fait de la prévention. On va identifier des personnes qui vont avoir besoin de soins quand même, parfois, en tout cas pour prévenir justement de plus grandes difficultés. Et après, on va avoir des difficultés d'accès aux soins. Et là, je dois vous dire que nous, on a un grand programme de prévention sur le mal-être agricole et la santé mentale. Et on se rend compte en fait actuellement des grandes difficultés à avoir accès notamment aux soins psychiatriques en zone rurale, au-delà évidemment de lever les tabous, etc. Et donc, encore une fois, faire de la prévention, oui, mais il faut en fait prévoir toute la chaîne aussi. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité aussi derrière d'accueillir finalement les gens qu'on aura détectés, dépistés, peut-être précocement. Je me tourne vers Suzette. C'est vrai que si on identifie précocement des personnes à risque, forcément c'est un accompagnement derrière. Parce que vous ne recevez pas une information comme ça que vous êtes à risque de développer tel ou tel cancer, pour reprendre son domaine de compétence. Il faut financer des parcours, je suis totalement d'accord. Ouais. Nous, on a un article 51 qui est presque signé sur un parcours de prévention chez les personnes à risque élevé. Je pense que c'est un modèle intéressant si ça fonctionne, j'espère bien. Et là, pour revenir au rôle des patients, en fait, ou plutôt des usagers, parce que je pense que c'est absolument crucial, et une erreur fondamentale, c'est de designer des interventions top-down et qu'on impose aux gens et qui ne marchent pas du tout. Et donc pour moi, il y a 2 dogmes très importants dans la préparation, le design d'une intervention. C'est il faut modéliser l'impact social, la recevabilité, l'implémentabilité, etc. Et les usagers, c'est fondamental. La co-construction, c'est un mot très à la mode, mais ça se fait vraiment. Et aujourd'hui, on a des structures de recherche, il y a des structures de l'INSERM, d'autres en place qui sont capables de nous aider à faire ça. On anticipe, est-ce que cette intervention, elle est recevable, acceptable pour vous, etc. Et l'autre aspect, c'est la modélisation médico-économique. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire, quel impact il me faut sur la trajectoire de maladie pour que ça ait un sens, et comment je vais investir en fonction de ça. Et en fait, on a toujours tendance à tout faire après. On prépare le truc, après on va le vendre, et les gens acceptent ou pas, et on va regarder combien ça coûte. Non, il faut prendre les choses à l'envers, et je crois que les nouvelles politiques aujourd'hui doivent se construire comme ça. Et bien sûr, les usagers, ils sont plus importants même que les professionnels de santé. C'est un gage, bien sûr, de bénéfices individuels, mais aussi un gage d'efficience
collective? Efficience et surtout recevabilité. Je veux dire, si vous avez un dépistage organisé génial et qu'il n'y a que 45% des gens, voire 35% pour le côlon qui participent, c'est quoi? Un truc aussi important qui sauve beaucoup de vies. Et donc, il y a, en plus, le fait que ça soit créé par des personnes, ça permet de modifier le modèle sociétal. La prévention, il y a deux manques. Il nous manque une perception sociétale de la prévention. Faut les gens se rendent compte que la médecine thérapeutique ne va plus sauver tout le monde dans le futur. C'est pas possible, on n'a plus les moyens. Et évidemment, il y a le modèle économique avec. Et en fait, la prévention, ça rapporte d'argent à personne. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, malheureusement ou heureusement, il faut que la prévention rapporte de l'argent à des gens demain. Et il faut s'organiser pour. Et il y a plein, là, c'est le moment. Il y a plein de biotech, il y a plein d'innovations. Comment la prévention peut rapporter? Les usagers, moi, je reviens là-dessus, les usagers. Quelqu'un qui s'intéresse à sa santé, il fera de la prévention. Moi, je pense qu'en tant que responsable politique, il faut... Alors, c'est pas... Le aller vers, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est aller chercher. Il y a des gens... Il y a des... Quoi? Le ramener vers. Ou aller chercher les gens qui sont en dehors de cette problématique, dans le sens où c'est eux, et on le voit bien au niveau des inégalités qu'il peut avoir, que ça soit territorial, social, enfin, il y a éducative, c'est ça le problème. On voit bien qu'est-ce qui développe ou qui compile des maladies chroniques, et effectivement, c'est les gens qui sont loin de le problème de la santé. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est vraiment l'éducation dès le plus jeune âge. Pour moi, comment faire participer quelqu'un à sa santé alors que c'est pas sa problématique. Donc pour moi, c'est l'intérêt des données de santé qui permettent de ramener ou d'aller chercher les gens qui sont en dehors de cette problématique. Et on a tous les outils qu'il faut, je pense au niveau des données, on a tous les outils qu'il faut pour aller le faire. Alors l'assurance maladie le fait, je pense qu'il faut... Mais pour moi, il faut être beaucoup plus systématique que ce n'est fait actuellement. Suzette. Totalement d'accord. Et juste un petit mot, je voulais dire, je ne sais pas si vous avez vu le rapport du Haut Conseil de santé publique du mois d'août sur la prévention des maladies chroniques. C'est Linda Cambon qui a dirigé le truc, qui est super intéressant. Et sur le plan politique, j'adore ce qu'il propose, qui est la santé dans toutes les politiques, et qui est vraiment quelque chose de très transformant, qui est non pas de la promotion de la santé, etc., mais à chaque fois qu'on construit quelque chose, qu'on design quelque chose, comme on réfléchit à l'environnement, réfléchir à la santé, c'est pas facile à faire, mais je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît une mesure super intéressante. Pour moi, c'est évident. Alors, ça soit dans les politiques nationales ou les politiques locales, pour moi, c'est évident. Mais pour ça, effectivement, après, tout le truc, après, moi, je vois, il y a beaucoup d'actions qui se font, qui partent de bons sentiments. Après, ce qu'il faut vraiment, c'est évaluer ces politiques. Et pour moi... Là, l'IA peut nous aider aussi, enfin le numérique, les données peuvent nous aider pour évaluer aussi l'impact médico-économique. Il nous reste moins de 2 minutes, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez parlé d'article 51, Suzette. Est-ce qu'on ne pourrait pas encourager d'ailleurs plus d'article 51 sur l'innovation organisationnelle en prévention aussi, de manière à trouver le nouveau modèle? Parce que j'ai l'impression qu'il faut changer un peu de paradigme, faire un pas de côté finalement pour trouver les bonnes réponses de comment aller dans ce sens de dépenser aujourd'hui pour économiser demain. Est-ce qu'on pourrait encourager plus les articles 51? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne réponse? L'innovation, c'est toujours une bonne idée. Enfin, l'innovation, encourager les initiatives, etc., c'est toujours une bonne idée. Après, sur ce sujet de la prévention santé, à un moment donné, il faut qu'on se pose en effet la question de la décision politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on se donne un cadre politique qui permet d'avancer sur les sujets principaux, sur vraiment les actions principales qui doivent faire le cadre de la prévention santé. Bien sûr, on a des programmes de prévention santé au niveau de l'assurance maladie, de la MSA, on a des actions, etc. Mais là, quelles sont les priorités? Et en effet, mettre la santé comme l'un des critères de toute politique publique, ça peut aussi faire partie des décisions politiques et des arbitrages qui peuvent être pris. Je vous passe la balle. La parole, ça sera le mot de conclusion. Il nous reste 30 secondes pour cette session, pour porter un petit peu de comment on pourrait aller plus loin, efficacement, votre baguette magique en tant que politique. Non, moi, je reviens, c'est le portage politique, les objectifs, les indicateurs, les données. Et puis après, on n'a pas parlé du financement. Le financement, je pense que les financements, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du financement. Mais par contre, pareil, qui n'est pas assez coordonné. Moi, je vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rapport, lors de la loi, la fameuse loi retraite, on a voté pour un fonds d'usure professionnelle. Il y a 200 millions qui sont consacrés, qui sont sanctifiés tous les ans pour éviter effectivement l'usure professionnelle.
Je dis au niveau du travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau du travail, dans le sens où je crois que la prévention, elle se fait sur le lieu de vie. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être au niveau des services publics. Mais au travail, oui, c'est 200 millions qui sont consacrés, sanctuarisés tous les ans. L'année dernière, on n'en a dépensé que 50. Donc l'argent, il est là. Par contre, ce qu'il faut, c'est coordonner un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on voit bien la notion. Et merci beaucoup pour ces échanges.